Bonjour chers téléspectateurs d'ABTV, bonjour chers internautes et bienvenue à votre émission socio-économique. Aujourd'hui c'est sociopolitique, les décideurs. Décideurs, aujourd'hui nous allons parler de la question qui brûle, la question sensible, la question taboue en République démocratique du Congo. Il s'agit bien sûr de la machine à voter. Aujourd'hui, nous sommes à la société civile Force Vive. Nous recevons, ABTV reçoit Maître Carlos avec cet expert de la société civile. Nous allons parler sur certaines questions brûlantes, la question sur la machine à voter et également il va nous faire un briefing sur la société civile qui est sa plateforme. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Vous êtes coordonnateur de la société civile Force Vive. Comment se porte la société civile Force Vive? Oui, la société civile Force Vive se porte très bien parce qu'elle est la plus grande plateforme de la société civile, la plus ancienne et la mieux implantée dans toute la République. Et là, c'est 26 coordinations provinciales et elle se retrouve même dans chaque village. Donc c'est là où on parle de la représentation au niveau local. Maître Carlos, la société civile est des fois appelée l'œil du peuple. 8 mois nous séparent de la tenue des élections en République démocratique du Congo. Comment analysez-vous cette période qui nous reste ou la période déjà entamée? Oui, par rapport à l'année dernière, ici vraiment les signaux sont prometteurs du fait que depuis la promulgation du calendrier électoral que nous avons soutenu et accompagné jusque-là, toutes les rubriques selon qui devraient correspondre ou toutes les activités qui correspondent à des différentes dates sont bel et bien respectées. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre de tout près le travail des députés sur la loi sur la répartition des sièges. Et voilà, nous entendons ici le 8 mai pour que le chef de l'État puisse publier. Et tout ça, nous sommes derrière pour faire la pression. Donc voilà, nous accompagnons le processus électoral dans le rapport d'observation électorale et aussi dans la sensibilisation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons lancé la campagne de l'éducation civique et électorale et aussi la sensibilisation électorale sur 3 thèmes. D'abord, le calendrier électoral et les innovations de la loi électorale et aussi la démonstration ou l'usage, l'assimilation de la machine à voter. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez lancé la campagne de sensibilisation de porte à porte? Non. Ou dans des provinces ou comment ça se passe? Il n'est pas de porte à porte. Au niveau des provinces, ça fonctionne textuellement comme ici à Kinshasa. C'est que nous le faisons d'une manière horizontale et verticale. C'est que nous ciblons dans chaque commune. Il y a les organisations qui sont déployées. Et au niveau de chaque commune, on cible aussi les catégories sociales. Parce que au niveau aussi du siège, nous ciblons les leaders de chaque thématique pour qu'ils passent ici. Donc la mission, c'est que nous voulons que chaque Congolais, donc 70% des Congolais, puissent simuler les votes avec la machine à voter, parce qu'il y a une question où on dit, bon, il faut que la population puisse s'habituer à cette machine à voter et aussi faire chasser ce qui est l'inconnu, c'est-à-dire la peur de l'inconnu. Pour ceux qui croient qu'avec la machine à voter, on peut tricher, qu'ils puissent voir. Voilà un peu la sensibilisation de ça cadre dans ça. Oui, Maître, vous avez parlé de la machine à voter, mais à vous entendre parler, je sens que la société civile, Force Vive, soutient la machine à voter. Évidemment, parce que nous assistons, nous avons participé dans toute phase de prise de décision au niveau du processus électoral. Tout d'abord, nous nous mettons
nous avons des experts, moi-même je suis expert électoral. À chaque fois, nous avons besoin des informations, nous allons directement à la CENI. Et aussi, nous participons pendant les dialogues. Pourquoi nous soutenons la machine à voter? C'est seulement, d'abord, pour éviter encore la raison des contraintes financières et logistiques. Mais pour éviter la raison de contraintes financières et logistiques, bien sûr, vous soutenez la machine à voter, alors que la Corée, le pays d'où vient cette machine, il y a un peu de doute sur cette machine. Eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas vraiment trop fiables à la machine à voter. Non, et pourquoi vous soutenez? Non, madame. Chaque pays d'abord a ses propres réalités. Le pays aussi, il y a la communauté internationale. Non, on ne parle pas de la communauté internationale. Je crois que cette émission, ça passe là dans les pays des capitalistes. Oui. Ils connaissent comment les choses se passent. C'est les problèmes d'intérêt de marché. La CENI a utilisé les ordinateurs à la phase d'enrôlement. Et la CENI a commandé ces ordinateurs à l'entreprise Z. Ça, c'est en France. Oui. Et cela n'a pas été même encadré sur le plan légal. Et on n'a pas vu un ambassadeur, soit de France, légitimer ou soutenir les machines d'enrôlement. Mais comme le marché est allé en Corée du Sud, avec l'entreprise Miro System, il y a une pression sur l'État sud-coréen. Or, vous connaissez que l'État sud-coréen dans la région, c'est un État qui est considéré comme un État qui vit ou qui n'est pas encore, c'est vrai, sur le plan sécuritaire par rapport aux États-Unis, par rapport aussi à l'Occident. C'est comme ça que la déclaration de l'ambassadeur n'a qu'une petite interprétation. C'est dur seulement que nous ne sommes pas responsables, nous, État coréen, mais c'est une entreprise privée. Donc la CENI a fait ce qu'on appelle un accord, un contrat public-privé. Et ça n'engage pas nous, l'État sud-coréen. Donc, mais vous pensez que nous ne sanctionnons pas, vous ne pensez pas que cette fuite-là en avance de l'État sud-coréen cache quelque chose, vous dit quelque chose que vous, société civile, CENI, vous essayez un peu? Parce que ce n'est pas seulement la France, quand j'étais la communauté internationale. Il y a pas plus tard, le samedi dernier, c'était l'ONG Enough Protect, qui est une ONG américaine. Ils ont écrit à la société, à l'entreprise qui doit fournir les machines. Je pense que vous êtes au courant, demandant à ce que pour la fabrication de la machine soit stoppée. Et entre-temps, Corneille Nangaa, le mercredi passé, avait précisé à la presse qu'eux avaient déjà signé le contrat. Est-ce que la loi autorise qu'il y ait le vote électronique? J'attends certains politiciens qui n'ont jamais lu la loi électorale. Et les calendriers, la loi électorale et les calendriers dans tout. 47, la loi prévoit que le vote peut être manuel ou vote électronique. Ça, c'est l'article 47 de la loi électorale. Mais la question ici, je demande où est-ce que la loi a prescrit aussi d'utiliser les ordinateurs pour enrôler les Congolais. Le peuple veut aller aux élections. Nous sommes là pour endosser les désirata de la population. Il y a même une frange de la population qui dit, cette fois-ci, vaut mieux avoir des institutions ici, des élections avec des petites failles, qu'il y ait encore un gouvernement ici d'un dialogue politique. Vous avez vu l'élection des gouverneurs au Maniema. Est-ce qu'il y a eu la machine à voter? Est-ce que la CENI a été responsable? Mais il y a eu contestation des résultats des urnes. Je vous donne un exemple. Prenez les provinces de l'Ouest, où la majorité absolue, c'est les députés provinciaux du MLC. Mais pourquoi les candidats du PPD sont élus gouverneurs? Je vous pose la question. Est-ce que c'est la machine à voter qui a triché les élections? Ce sont peut-être des questions. Si vous allez au fin fond, si vous fouillez, vous essayez de fouiller, vous allez trouver qu'il y a l'anguille sous roche. Évidemment.
C'est que l'élection au Congo, c'est quelque chose aussi d'esthétique, vous voyez, la démocratie. Parce qu'en 2000, maître, pourquoi ne pas seulement revenir à l'ancienne tradition? En 2000, parce qu'en 2006, il y a eu, nous avions voté sans machine à voter, il y a eu mort. Il y a eu mort d'homme. En 2011, on a voté. Et aujourd'hui, en 2018, il y a déjà... Vous sentez déjà que ça s'annonce mal parce qu'il y a une partie qui conteste cette machine. Pourquoi ne pas, pourquoi ne pas seulement dire laissons tomber cette machine parce qu'elle cause polémique. Allons dans notre... Non, pas dans une transition. Un gouvernement de large union nationale pas dans une transition. Qui va venir piller et épargner pour leur campagne électorale. Maître, moi je n'ai pas dit on va dans une transition. Disons, pourquoi ne pas recourir à l'ancien système et dire la machine à voter viendra après quand tous les esprits seront apaisés. Parce que vous soutenez, il y a d'autres personnes qui disent mettre peut-être dans la poche des points de suspension de la majorité. Comment réagissez-vous à ça? Non, vous savez, la question est simple. Il nous reste, votre introduction était très très pertinente. Vous dites, il nous reste 8 mois pour aller aux élections. C'est comme si, cette fois-ci, je crois que nous sommes déjà à la période de tir au but. Il n'y a plus autre prolongation. Imaginez-vous que si la CENI n'organisait pas les élections le 23 décembre, ça sera le chaos politique. Et si elle organise avec la machine à voter? La question c'était ceci. Quand vous lisez l'accord de Saint-Sylvestre, on demande à la CENI de prendre des stratégies pour alléger les coûts électoraux. Oui. Déjà avec la machine à voter, ça allège les coûts parce que nous allons gagner plus de 160 millions de dollars. Imaginez-vous avec le bulletin de vote. C'est pourquoi il y a beaucoup qui parlent comme ça, parce que les gens sont utilisés par... Même moi, je suis de la société civile. Vous êtes aussi utilisé par... Je connais comment ça se passe. Ouais, je comprends. Je connais comment ça se passe. Ça se passe tu vois comment on est pris... Maître, ça se passe comment? Non. Beaucoup de revendications que même nous portons, ça vient des ambassades, ça vient des ONG internationales. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ces ONG internationales portent aussi les désirata donc vous êtes aussi soutenu quelque part. De leurs bailleurs. Vous êtes soutenu quelque part. Ici, c'est une question d'abord de la patrie. Parce qu'on en a marre. Allons aux élections. On est fatigué. Allons aux élections avec la machine. On est fatigué avec un gouvernement ici de coalition qui ne donne rien. On est fatigué avec ces députés qui ne font que dormir, ils ne font que bouffer l'argent, ils ne revendiquent pas. Il n'y a pas un contrôle parlementaire viable. Donc, nous avons un parlement Esaú. C'est-à-dire qui a abandonné le pouvoir de contrôle parlementaire. Depuis quand ça se faisait? Parce que depuis 2006, est-ce qu'il y a eu des contrôles? Depuis 2006. Mais pourquoi c'est seulement maintenant, après autant d'années? Parce qu'aujourd'hui, notre parlement, ce n'est plus un pouvoir législatif, mais c'est un service législatif. Les services, ils sont au service de qui? C'est un service législatif. C'est depuis longtemps. Nous disons ceci. D'abord, nous avons honte avec ce parlement. Nous avons honte avec les institutions élites. Parce que les institutions élites sont plus médiocres que les institutions nommées, même au temps de la dictature de Mobutu. Madame, le parlement de 1+4 était quand même un parlement avec un conseil intellectuel élevé, avec une moralité, que le parlement de 2006, 2011. Et nous avons fait passer, nous avons balayé une grande majorité de ces parlementaires. Mais aujourd'hui, nous regrettons, vaut mieux encore l'Assemblée nationale de 2006 que l'actuelle. Nous allons continuer à regarder ces gens-là. Non, en train de blaguer. Laisser les ministres, les mandataires des publics piller le pays. Mais quand ils sont interpellés par une motion, on connaît, ça devient une motion majeure que l'honorable Francis Kalombo avait dénoncé depuis longtemps. Ce qui veut dire, il y a du méli-mélo dans tout ça. Il y a des méli-mélo. Il y a l'argent qui circule. Si l'argent circule, l'argent vient d'où? Parce que si je vous entends bien, il y a peut-être le sou qui circule quand il y a motion. C'est toujours motion et après demain et puis... Évidemment. Donc il y a l'argent. Si l'argent circule, l'argent ne viendrait pas de l'opposition alors, maître. Mais c'est de ce que je suis en train de dire. Lorsqu'il y a la corruption, il y a les corrupteurs et les corrompus. Et les deux doivent répondre devant la justice.
Mais madame, je suis avocat depuis plusieurs années. Je n'ai jamais vu une audience ou un procès où on condamne quelqu'un sur la corruption, alors que le Congo, c'est parmi les pays les plus corruptibles du monde. Non, arrêtons ça. Quelque part, le problème du Congo, c'est quoi? Quelque part, ce sont les hommes en toge. Ceux qui refusent aujourd'hui la machine à voter, les gens n'ont pas la culture d'accepter les résultats des urnes. C'est ce qui fait que je vous dis, il y a eu élection provinciale des gouverneurs, mais la majorité a contesté les résultats. Donc il n'y a pas la culture, mais la tricherie ne vient pas avec la machine à voter. Les contestations électorales ne viennent pas avec la machine à voter. Ça a existé il y a longtemps. C'est pourquoi qu'en 2006, le pauvre abbé président Malou Malou a proclamé les urnes dans la charte des combats. En 2011, nous connaissons les conditions. Que Moulounda aussi a proclamé les élections. Mais, paix à son âme, le président Tshisekedi, il s'est proclamé vainqueur dans sa chambre. Il a prêté serment chez lui à la maison. Il n'y avait pas de machine à voter. Et je vous dis, s'il faut parler... Vous ne pensez pas qu'il n'y avait pas de machine? Vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a eu des bulletins qui ont été mouillés. Vous savez pas que quelque part, M. Tshisekedi avait raison? Mais c'est une parenthèse qu'on referme tout. Mais raison ou pas, mais c'est avec le bulletin de vote. Mais aujourd'hui, pourquoi nous appuyons la machine à voter? C'est parce que nous voyons que c'est ce qui nous a... Cette machine à voter vient résoudre la question de la contrainte financière et logistique. Parce que nous ne voulons plus continuer. Pourquoi seulement c'est la majorité et la société civile, force vive, qui s'accrochent à la machine? Je reviens encore sur cette question. Vous croyez que la majorité aussi parce qu'elle s'accroche, mais il y a aussi intérieurement, il y a ceux qui doutent. Ce n'est pas seulement... Mais le rapporteur... Intérieurement, il doute. Prenons l'exemple, répondons aussi même pour la question de la polémique sur le prix de la machine à voter. J'ai entendu les gens dire que non, la machine à voter, ça se vend à $500, mais la CENI, pourquoi elle justifie que ça se vend à $1500? Ça aussi, ce n'est pas maîtriser l'informatique. Parce que la machine à voter qui se vend à $500 en Corée du Sud, j'ai des informations, c'est des produits commerciaux standards qu'on ne peut pas confondre avec la machine à voter à la congolaise, qui est un produit unique commandé. Vous étiez là, vous étiez à la commande, à la fabrication? J'ai des amis là partout. Ah, vous y étiez? Non, moi je demandais, vous y étiez, vous avez des amis? Ici c'est quoi? Nous avons une génération de politiciens de la machine à écrire. On s'en maître tout à l'heure, oui, même s'ils ne maîtrisent pas l'outil informatique. Oui, même s'ils maîtrisent tout à l'heure, vous avez vanté la qualité de ces gens-là qui ont rédigé leur travail, tout ça à l'époque de Mobutu. Pour dire, quand on les compare à ces gens qui sont aujourd'hui les politiciens, on sent comme le jour élection, nous allons aux élections sans la diaspora. Ça veut dire qu'il y a l'anguille sous roche avec ce processus électoral. Machine à voter, on peut accepter, mais sans la diaspora, nous de la diaspora, nous sommes exclus. Madame, moi je suis de diaspora parce que j'ai étudié aussi à l'étranger. Mais c'est déjà au mois de mai 2016, lorsque nous avons décrypté la loi électorale de l'époque. Nous avons dit à l'époque que l'article 5, c'était un article piège, au même titre que l'article 115 et 146. Pourquoi? J'ai expliqué comment à l'article 115 et 146, on a subordonné les élections législatives nationales et provinciales par un recensement administratif. Au niveau aussi de l'article 5, on a subordonné l'élection présidentielle avec les votes des Congolais vivant à l'étranger. C'était un piège parce que sur le plan pratique, j'avais déjà dit que ça sera difficile. Pour ne pas vous l'avez dit au bureau, mais la CENI a dit que c'était possible. À l'époque. Mais la CENI a dit que c'était possible. Bon, la CENI l'a dit à l'époque, mais c'était un souhait. La CENI croyait que les choses allaient vite. Mais moi, je maîtrise l'administration congolaise. Je connais comment ça se passe à l'étranger. Prenons l'exemple. Vous êtes à Moscou, même aux États-Unis. Pour qu'il y ait l'enrôlement, c'est-à-dire quoi sur les plans pratiques, il faut qu'il y ait une file des requérants. 2, il faut qu'il y ait une police pour sécuriser. 3, il faut qu'il y ait l'application en cas de délinquance des sanctions pénales prévues dans la loi électorale. Mais moi, j'ai posé une simple question.
D'abord, sur la question des fils. Vous êtes à Washington où notre ambassade a un petit appartement, si c'est au 16e niveau. La file, vous allez la mettre où? Quelle est la police qui va sécuriser? Et vous connaissez avec les phénomènes combattants, les gens sans papier, qui s'estiment congolais. Ce n'est pas tout celui qui vit à l'étranger qui connaît qui est congolais. Parce que pour être congolais, il faut connaître les droits à la nationalité. Ça devient une question des droits. Ce n'est plus une question sociologique. Ça, c'est déjà un problème. Deux, est-ce que les gens qui n'ont pas le passeport congolais ou qui n'ont pas la carte des résidents vont accepter de rater l'enrôlement ou ils viendront saboter? Et s'ils viennent saboter, quelle est la police qui va les arrêter? Est-ce que si on les arrête, ils seront jugés sur base de quel régime? Quel est le cachot? Est-ce que l'ambassade a des cachots? Dans toutes ces questions-là, d'une manière holistique, nous ont poussé directement à prédire que ça sera difficile et que c'était nous irons aux élections, nous allons aux élections sans les Congolais diaspora. Mais j'étais en discussion avec mes amis de l'association de défense des droits des diasporas pour leur dire si vous défendez que la diaspora puisse voter, c'est que vous travaillez pour la majorité. Parce que cette question de défendre que la diaspora puisse voter, c'est ce qui peut encore retarder les élections pour aller en 2020 ou même en 2025. Donc, à dire vrai, mes amis de la diaspora, je ne suis pas contre vous, mais je vous dis, c'est vous qui chaque jour, vous souffrez à envoyer l'argent par OSR Réunion. Je crois que nous voulons changer les choses, changer les hommes, renouveler cette classe politique, et cela doit passer par les élections démocratiques. Donc, si votre vote peut être un piège, c'est bien de déclarer tout haut, d'autoriser la CENI d'aller aux élections. Je crois qu'on va dire que la loi l'a déjà prescrite, mais papa, la Constitution a prescrit beaucoup de choses. Et la Constitution... Que l'article 5 de la loi électorale soit violé. Et vous, la société civile, vous acceptez que ça soit violé? Oui, pour qu'on renouvelle la classe politique. Parce que nous avons une classe politique médiocre, immorale, qui ne travaille pas pour les intérêts de la population. Et ce n'est pas par une révolution armée, par une révolution des urnes que nous voulons sanctionner cette classe politique. Merci beaucoup, Maître. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission, Les Décideurs. Vous avez vu, il a été un peu long pour aujourd'hui. Nous disons merci à tous les fidèles de ABTV, à tous ceux qui nous suivront sur nos différentes plateformes, ceux qui nous suivront sur YouTube, ceux qui seront à Paris, nous vous disons merci. Ceux qui sont un peu partout dans le monde, nous vous disons un grand merci. Mais quant à la machine à voter, vous avez suivi avec Maître. Il est d'accord, il est la société civile, Force Vive. Lui est d'accord pour la machine à voter. Au revoir et à bientôt sur ABTV.